Bonjour à tous. Ingénieur statisticien de formation, Pascal Todino, l'une des voix retentissantes du monde syndical béninois, est désormais à la retraite et prend du bon temps aux côtés des siens, quelque part à Porto Novo ou ailleurs. Nous sommes allés d'ailleurs le chercher pour opiner ce matin sur les sujets brûlants de l'actualité nationale. Ancien président de la Commission électorale nationale autonome de 2008 et ancien secrétaire général de la Confédération générale des travailleurs du Bénin, eh bien, Pascal Todino reste tout de même un acteur actif de la société civile de béninoise et à ce titre, il a son opinion sur ce qui se passe au Bénin depuis 2016 et bien avant même pour ne prendre que ce repère. Mais il nous dira également ce que devient le syndicalisme au Bénin et comment l'héritage se gère par ses successeurs. Et puis, on parlera du quotidien des fils et filles du Bénin, la situation socio-économique. Donc, Pascal Todino, bonjour, merci d'accepter notre invitation sur Zone Franche. Bonjour. Chers téléspectateurs, vous pouvez également nous suivre si vous n'êtes pas au Bénin sur le www.canal3television.com. Et cette émission, je vais co-animer avec Wahab Alikpara, mon collègue. Wahab, bonjour. Franck Arounou, bonjour. Allez, vous allez parler de Pascal Todino, c'est une voix retentissante à la bourse de travail sur nos écrans et autres. Vos envolées lyriques et vos rhétoriques révolutionnaires nous ont manqué par ici, à nos téléspectateurs également, mais ce sont les réalités de la vie qui vous ont amené à cette destination. Mais on est bien curieux de savoir, après votre retraite, que devient Pascal Todino après tout ce temps-là. Ça fait pratiquement plus de 7 ans déjà. Hein? Bien sûr. Merci. Oui, c'est vrai, Pascal Todino, il est encore là, il vit encore, malgré les événements de Covid-19 qui vous ont secoué un peu. Qui m'ont amené, non pas secoué, pas peu, hein. Ils m'ont amené à l'ADA où j'ai passé un bout de temps là-bas, j'ai vu les réalités de... Un peu comme on dit, un pas vers la mort. Oui, non, j'étais déjà... plus de la moitié de l'autre côté, parce que vraiment, moi, je vois les autres partir rapidement, même un frère du village avec son épouse, tout le monde est parti là-bas, mais je suis encore avec vous, je suis encore avec vous. C'est une grâce? C'est une très grande grâce, hein, et on ne peut que louer Dieu avec ça. Donc, je suis avec vous. D'accord. Et alors, comment vous gérez cette retraite? Je suis au repos. Je me promène entre Cotonou, Porto Novo, Afamain, Le Champ, et puis quelques voyages sur l'invitation des amis pour des conseils syndicaux ou bien pour des audits à mon âge. Alors, Pascal Todino, comment est-ce qu'on se sent après avoir embouché la trompette des travailleurs, après avoir lutté longtemps pour l'amélioration des conditions de vie de ces travailleurs et qu'un jour on se retrouve presque à la touche? Comment est-ce que ça se vit? Alors moi, je ne suis pas à la touche. Je ne suis pas à la touche. Ça dit c'est quelqu'un qu'on a éliminé, qu'on est allé garer. Non, moi je ne suis pas à la touche. Non, à la touche, on peut revenir. Non, moi je ne reviendrai plus jamais. Ça c'est exclu de ma vision. Non, c'est terminé. Moi, je ne reviendrai plus jamais pour diriger quelconque syndicat. D'accord? Par contre, je suis là, je suis consulté par ceux qui veulent me consulter. D'accord. La preuve, même que ce soit de l'intérieur ou de l'extérieur, on me consulte. Je voyage pour aller donner mon point de vue sur des sujets d'ordre syndical, même sur des sujets d'ordre sociétal. Oui. Donc voilà, quand on vous dit que d'un jour à l'autre vous êtes garé, non, ça je ne suis pas garé. D'accord. Je ne suis pas garé. Alors Pascal Todino, est-ce que vous arrive de vous sentir peut-être obligé de prendre la parole face à des situations qui engagent l'avenir du pays, qui engagent, je dirais, l'avenir des travailleurs également en tant qu'ancien syndicaliste, même si tout à l'heure vous l'avez dit, vous n'envisagez pas, ce n'est pas dans votre vision peut-être de redevenir, je dirais, secrétaire général de quelques syndicats que ce soit. Ça vous arrive de prendre la parole sur des sujets brûlants de l'actualité? Non, monsieur Alibara, moi je crois que j'ai travaillé pendant 23 ans à la Confédération. J'ai travaillé pendant 29 ans au niveau syndical. Et j'ai passé la main.
j'estime pour ma part que le temps que j'ai fait pour préparer des gens à la relève ne m'autorise pas à intervenir quand il y a un sujet qui concerne les travailleurs. D'accord. Lorsqu'il y a un sujet qui concerne les travailleurs, j'estime pour ma part que ceux À qui vous avez passé la main ont été bien préparés pour répondre à ces sujets-là. D'accord. Alors, est-ce que vous pensez que ceux à qui vous avez passé la main, ceux-là qui ont pris la relève, je dirais, administrent les choses telles que cela se doit? Quelle est votre appréciation de la façon dont, je dirais, vos successeurs gèrent le monde syndical aujourd'hui? Non, mais ça, c'est une question à laquelle je réponds très facilement. Le temps que nous avons passé, ce temps-là n'est pas le même que celui que les autres vivent aujourd'hui. Qu'est-ce qui a changé? C'est pour cela que j'ai toujours dit, la lutte syndicale dépend des contextes dans lesquels vous vous retrouvez. Parce que en réalité, je l'ai dit il n'y a pas si longtemps, il y a des pays où il n'y a pas de syndicat. Pourtant, ça marche bien. Ils s'entendent sur l'essentiel. Alors, si on doit faire une petite comparaison, qu'est-ce qui a réellement changé entre l'époque où vous étiez encore au devant de la scène, vous étiez encore dans le feu de l'action, et aujourd'hui? Ah non, non, vous aussi. Si vous me posez cette question-là, c'est qu'on va dire, bon, voilà un étranger qui vient d'arriver au Bénin et qui pense qu'avec ma bouche, il va entendre beaucoup d'autres choses. Non, beaucoup de choses se sont passées. Oui, mais pourquoi avoir peur de le dire? Beaucoup de choses se sont passées. Notamment. Mais notamment du point de vue du point de vue liberté syndicale. Mais il y a eu une certaine contrainte. Il y a une certaine contrainte. Ben, je vous donne un exemple. Au Bénin, ici aujourd'hui, il est admis qu'au maximum, vous ne ferez que 10 jours par an. Pas même un jour par mois. Hein. Oui. Parce qu'un mois, c'est 30 jours. Oui, oui. Non, donc, si c'est 10 jours dans l'année, vous voyez comment le syndicaliste, là, il est coincé. D'accord? Oui. En tout cas, si moi, j'étais là, il y a d'autres techniques. Mais justement, est-ce que ce n'est pas un échec pour l'ensemble des précurseurs du syndicalisme au Bénin lorsque l'héritage que vous avez légué est presque dépecé aujourd'hui, c'est dépourvu de la matière qui lui donne même du poids, le droit à la grève qui est vraiment et très encadré, très, très réduit aujourd'hui? Non, je crois que c'est parce que vous ne connaissez pas ce que c'est que le syndicat. La matière principale de mon syndicat, c'est pas la grève. Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Mais pour mettre la pression. Oui, mais ça peut être l'âme la plus pointue, l'âme, je dirais, la plus tranchante qu'utilisent les syndicalistes. C'est l'âme ultime. C'est quand on a eu recours à tout, ça ne marche pas, qu'on fait recours à la grève. Mais la grève n'est pas la matière principale. Non, c'est ce que je veux dire. Mais c'est l'arme principale. C'est pas évident non plus. Il y a des gens qui ne font pas de grève, mais qui sont percutants en matière de négociation. Vous allez aux Pays-Bas, par exemple, où j'ai passé un bout de temps là-bas, mais non, on négocie. Quand la négociation est vraiment ouverte et que l'employeur est enclin à discuter avec les employés, avec les travailleurs, mais la solution vient même facilement. On n'a même pas besoin de recourir à la grève toujours. Là où il y a grève, c'est parce que les employeurs ne veulent pas écouter. Ils sont réticents au conseil. Ils sont réticents aux revendications. Mais ce n'est pas parce que j'ai demandé 1000 revendications que absolument il faut étouffer. Il faut satisfaire aux revendications. Bon. De même, mes collègues syndicalistes, eux-mêmes, ils estiment qu'il faut mélanger toutes sortes de
de revendications. Revendications sociales, revendications économiques, même revendications politiques, où on annonce une grève politique. Ah, mais quand c'est comme ça, vous êtes en train de donner de la matière aux politiciens pour vous coincer. Ah, même, les mêmes reproches étaient faits à votre génération, hein, je dirais à la CGTB de Pascal Todinou en son temps, de même que le syndicat de Dieudonné Lokossou, paix à son âme, de Gaston Azoua également, succédé plus tard par Paul Essayiko. Donc c'était pratiquement la même lecture que l'opinion avait de la gestion du monde syndical en son temps, Pascal Todinou. Non, ceux-là, ce sont des embrouillés. Ceux qui ont la même ceux-là, ils sont dans l'embrouillé. Parce que nous, on fait toujours la distinction entre le mouvement syndical et le mouvement politique. Ça là, ah non. Non, ceux qui font cette confusion-là, c'est pour cela que j'ai toujours dit, du point de vue démocratie, hein, laissons-les dire. Parce que si vous les empêchez de le dire, on va dire que vous êtes des autocrates. C'est ça. Mais comment vous appréhendiez tout cela lorsque, par exemple, en votre temps, on disait même que vous étiez, les syndicalistes étaient manipulés, étaient téléguidés, on les amenait à faire des mouvements pour déstabiliser un régime en place. On entendait cela à profusion, ça se disait... On disait que vous étiez manipulé par les politiciens, notamment l'opposition. On disait même que c'était l'opposition qui finançait vos mouvements de grève en son temps, Pascal Todinou. Alors, je vais vous dire quelque chose. Au niveau de la CGTB, la CGTB est la seule, je dis bien la seule, d'abord en Afrique de l'Ouest, et puis au Bénin, à avoir son propre siège à 2 ou 3 étages. D'accord? Mais qu'est-ce que je veux sortir par là? Ça veut dire que nous avons un minimum de moyens. Donc on n'a pas besoin de nous manipuler nous autres. Puis, celui qui dirige la CGTB, les politiciens le connaissent. Ils savent que cette affaire de manipulation, Todinou Pascal ne cède pas à ça. Troisième chose, ce qui concerne les manipulations financières pour corrompre les gens, là, ils ne peuvent pas m'approcher. Ils le savent. Même des ministres. Je l'ai dit. Vous amenez à prendre des positions à coup de billets de banque, c'est pas Pascal Todinou. Non, c'est pas le cas. Chez moi, vous ne pouvez même pas. Mais est-ce que vous pensez que ça se faisait chez les autres? Moi, je ne peux pas le dire parce que je n'étais pas avec eux quand ça se faisait. D'accord. Donc, je ne peux pas dire, ah, ils le font. D'accord. Par contre, je sais qu'il y a un ministre du Travail. Attention, je ne veux pas appeler son nom. Hein. Vous voulez dire un ancien ministre du Travail? Un ancien ministre du Travail. Bon, il m'a appelé pour dire de venir. Comme il insistait, j'ai dit, bon, je vais venir demain à 11h avec mes éléments. Il dit, non, moi je veux parler entre responsables. Donc c'est la seule. C'est la seule. J'ai dit, mais quel est le sujet qui nécessite que ce soit moi et vous seul? Il dit, non, que c'est comme ça. Bon, je suis allé. Il m'a fait asseoir, il a dit tout ce qu'il veut, ainsi de suite, comment on va se comporter désormais, tout ça. J'ai dit, oui, comportemental, vraiment, moi, je suis disposé pour que les choses se fassent dans l'ordre de la discipline démocratique. Et il fait doucement, il amène sa main vers la droite là, et il sort une enveloppe, et il m'étend ça. J'ai dit, et l'enveloppe là, ça contient quoi? Il dit non, que c'est tout juste pour le carburant. J'ai dit, oh non, monsieur le ministre, vous savez, moi je suis Koweïtien, je viens de Koweït. Pour aller au Nigeria, je fais à peine 8 km pour aller au Nigeria. Oui. Non. Il a insisté. Finalement, il me sort quelque chose. J'ai dit, voilà. Il dit, non, mais comment? Les autres sont déjà passés. Ah bon, ils sont déjà passés.
Moi, je vais passer après. D'accord. Là, je me suis levé. Et vous n'êtes plus jamais passé. Ah non, il fallait faire quoi? Et vous lui avez laissé son enveloppe? Je lui ai laissé son enveloppe. Très bien. D'accord. Alors, donc, ouais, Donc, à ce niveau, vous voulez dire que le ministre a en quelque sorte confirmé que vos collègues ou vos anciens collègues secrétaires généraux des syndicats étaient déjà passés et qu'ils ont pris des enveloppes. Tu laissais manipuler. Ce que vous n'avez pas voulu dire. Non, non. Vous ne connaissez pas les politiciens. Ah non. C'est également une autre technique de manipulation. C'est une autre technique peut-être de m'amener à prendre ça. Très rapidement. Très rapidement. Ah, comme les autres ont déjà pris, moi aussi je vais prendre. Non. En résumé, il ne vous a pas convaincu. Il ne m'a pas convaincu. Ce n'est pas le fait de me dire que les autres ont déjà pris qui va m'amener à prendre. Et ce n'est pas évident que les autres aient déjà pris ça. D'accord. Est-ce qu'après, vous avez eu, je dirais, de conversations, d'échanges avec vos collègues pour vous assurer que, bon, entre-temps, vous avez échangé avec ce ex-ministre du Travail et que voici ce qu'il a dit de... Non, moi, je n'ai pas besoin de dire ça. Ça allait nourrir davantage la polémique. Oui, non. Pourquoi? D'accord. Alors, moi, je sais que les politiciens, ils sont capables de beaucoup de choses. La preuve. La preuve. Vous savez, j'ai été affecté à Parakou. D'accord. Et un ministre très, très excellent là, il a été nommé au ministère du Plan. Au ministère du Plan. Voilà. Et j'ai demandé qu'on me rappelle ici parce que je suis devenu maintenant secrétaire général de Confédération. Il m'a amené. Mais c'est mon ministère. Mais ça chauffait là, très fort. Au point où ensemble on est allé à la télévision nationale. Mais qu'est-ce qu'il m'a sorti? Il dit, mais monsieur Todjinou, c'est moi qui vous ai amené de Parakou. Sinon vous étiez dans la galère à Parakou là-bas. Alors que à Parakou, moi j'étais logé dans une maison climatisée. C'est la galère ça. Donc, est-ce que la climatisation suffit pour élever le niveau de vie, monsieur Todjinou? Non, ça c'est un autre débat que vous voulez mener. Je dis, hein. Oui. Mais, ouais, quand ce ministre a sorti ça, il a cru m'influencer. Oui. Mais ça n'a pas marché. D'accord. J'ai dit non. C'est-à-dire, il vous voulait peut-être redevable à cette démarche qu'il a faite pour vous faire venir à Cotonou. Oui, j'ai dit non. C'est parce que j'ai été élu secrétaire général confédéral. Et les tests disent que je ne dois pas être à plus de 50 km de la métropole. Oui, non pas métropole, du siège de l'organisation. D'accord. Mais si il se conforme à ça, est-ce que c'est un service qu'il m'a rendu? Il n'a fait que suivre les tests. D'accord. Parce qu'en lui écrivant, je lui ai fait référence à nos tests. D'accord. Alors, Pascal Todjinou, on va évoluer dans le débat tout à l'heure. C'est pour vous dire que du point de vue manipulation, vous voyez, il y a plusieurs techniques chez les politiciens. Il y en a plusieurs. D'accord. Alors, Pascal Todjinou, tout à l'heure, vous disiez que votre génération faisait bien le distinguo entre une revendication syndicale, une revendication politique et autres. Est-ce que vous lisez la même chose chez vos successeurs, ceux à qui vous avez passé le témoin? Est-ce que vous pensez qu'ils arrivent à faire la même chose aujourd'hui? Je ne suis pas encore là. Attention, ce que vous avez dit là, ce n'est pas ma parole. Allons-y. J'ai dit... la manipulation. Hein? Oui. Ça là, ce n'est pas du côté de la CGTB. Oui. Mais je ne peux pas affirmer ça au nom de tous les autres. Oui. La preuve, il y a une organisation syndicale qui décrète des grèves politiques. Vous avez. Mais il y a une organisation syndicale qui décrète une grève politique. Oui. Mais jamais dans nos papiers, vous n'allez jamais trouver une grève politique. Est-ce que ça sous-entend que si la CGTB de l'époque n'active pas cette grève, elle n'accompagne pas non plus? Ah non. Nous ne pouvons jamais accompagner une grève politique. Jamais. C'est interdit même dans notre test.
Alors, Pascal Todjinou, je vous reprends la question. De votre analyse des mouvements syndicaux aujourd'hui, de la façon dont, je dirais, la vie syndicale est gérée aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment une démarcation entre les mouvements politiques, les mouvements, je dirais, en faveur des travailleurs et autres? Est-ce qu'il y a vraiment une démarcation, Pascal Todjinou? Même moi, j'estime qu'il y a une démarcation. C'est ça. Parce que jusque-là, je n'ai pas encore vu une organisation syndicale qui dit, bon, mais maintenant, je mène une grève politique. Seule qui en a l'habitude, a cette habitude-là, mais les autres, moi, je n'en trouve pas chez eux. Alors, donc, à partir de cet instant, je ne peux que m'aligner sur mon ancienne position. Oui, c'est tout. Pascal Todjinou, alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression que, puisque le droit de grève est assez réduit, au niveau des négociations, est-ce que ça se mène très bien? Est-ce que vous avez l'impression que les armes utilisées en matière de négociation permettent d'engranger des satisfactions, des points en faveur des travailleurs, puisqu'il y a beaucoup de plaintes qui, justement, ne trouvent pas satisfaction? Non, moi, quand on mélange là, je décante. Hein. Allons-y. C'est pour ça qu'on est là d'ailleurs. Monsieur le journaliste, en notre temps, on utilise les moyens encore disponibles. Aujourd'hui, tenant compte des contextes dont ils bénéficient, les syndicalistes d'aujourd'hui mènent des actions. Ils mènent des actions qui obligent, et cette fois-ci, le chef de l'État lui-même venir à la table de négociation. Ça ne se faisait pas avant. Pas du tout. Avant que le président de la République n'arrive à la table de négociation, les ministres ont déjà peaufiné beaucoup de choses et on vient seulement pour dire oui, c'est ça. D'accord. Mais aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une certaine pression sur le président actuel qui dit, bon, si je dois laisser mes ministres seuls faire ces négociations, c'est pas sûr que ça puisse marcher. D'accord. Donc, lui-même vient à la table et dit, oui, je suis là. C'est moi qui dois dire, ok, ou qu'on vous donne quelque chose. Voici ce que mon gouvernement et moi, nous avons préparé. D'accord. Vous n'interprétez pas cela comme une forme d'intimidation, une façon d'intimider les secrétaires généraux de manière à ce qu'ils puissent baisser la garde? Ceux qui sont intimidables seront intimidés. Mais si c'est quelqu'un comme moi, non. Pourquoi? Parce que le président de la République, oui, c'est le président de la République du Bénin, c'est notre papa. Mais quand tu es avec ton papa, il n'y a pas à avoir d'intimidation. Mais pourquoi? C'est comme ça que moi je fais mon analyse. Je dis non, je suis avec le président de la République. Le respect que je lui dois en tant que président de la République et en ma qualité de syndicaliste, ce respect, je le lui dois. Quand il y a lieu de se dire la vérité, vous dites la vérité. Il y a lieu de dire la vérité, mais je dis la vérité à mon papa. Et il y a un mal à ça là. Pas du tout. Alors, Pascal Todjinou, quel avenir pour le syndicalisme béninois? Est-ce que le syndicalisme a de beaux jours devant lui? Est-ce que le syndicalisme doit se refaire? Est-ce que le syndicalisme doit prendre de nouvelles dispositions pour être plus fort au Bénin? Qu'est-ce que vous en dites? Quel est l'avenir du syndicalisme? D'accord, merci. Moi, j'ai quitté le syndicat bientôt 8 ans. En décembre prochain, ça fera 8 ans que j'ai quitté là. Cette question-là, je vous en prie, il faut la poser à ceux qui sont actuellement en activité. Parce que moi, vous avez déjà fait votre temps. J'ai déjà fait mon temps. J'ai laissé la place aux autres. Mais leur avenir, c'est eux qui doivent analyser ça. Maintenant, s'ils m'appellent en ma qualité d'ancien secrétaire général, ne serait-ce que pour bénéficier de votre expérience, et je voyage dans quelques jours encore pour ça. Oui, mais en cette qualité, dans cette posture-là, c'est des conseils qu'ils vont me demander du moins, et je vais leur proposer
des stratégies. Mais venir à la télévision pour dire est-ce que l'avenir syndical a de beaux jours aujourd'hui, mais pourquoi, comment je vais répondre? Mais c'est des gens que vous avez formés qui sont aux commandes aujourd'hui, Ils que ce sont soit là, vous, et ils travaillent. le Kossou, que ce soit Gaston Azoua. Non, ils sont tous partis ceux-là. Non, je parle des anciennes figures, de ceux de votre génération. Vous avez formé des camarades qui sont aux commandes aujourd'hui. Vous pensez qu'ils gardent bien le gouvernail? Est-ce qu'ils sont au point? Est-ce qu'ils font bien le job? C'est ce qu'on veut savoir. C'est la question que moi je voulais vous poser. Franck. Oui. Vous nous avez vus à Parakou, n'est-ce pas? Même depuis Parakou, vous intervenez, vous faites intervenir depuis Cotonou ici. Maintenant là, ce que vous vivez depuis 7 ans après mon départ, qu'est-ce que vous en pensez? Non, c'est une très bonne question. C'est moi qui ai posé d'abord la question. Soyez rassurés que nos téléspectateurs sont beaucoup plus intéressés par vos réponses que les nôtres. Non. Vous êtes aujourd'hui... Vous pouvez aussi critiquer. Oui. Nous, on a nos forums. Aujourd'hui, c'est nous qui vous posons les questions. Non, ça c'est une fuite dangereuse même ça. D'accord, alors Pascal... Vous êtes en train de fuir. Non, pas du tout. Nous sommes en position de ceux qui posent la question aujourd'hui. Non, vous êtes en position de fuite. Vous avez peur de dire la vérité. D'inviter comme vous. Non, justement, c'est pourquoi on vous a appelé pour dire la vérité. Comme vous le voyez, nous sommes en direct. Pascal Todjino, dans un de vos développements, surtout dans votre première prise de parole, vous avez fait remarquer qu'au niveau des libertés syndicales, il y a quelque chose qui ne va pas. On voudrait avoir vraiment votre lecture beaucoup plus prononcée sur les questions des libertés aujourd'hui, les libertés syndicales notamment, en réduisant les grèves au cours de l'année jusqu'à 10 jours. Est-ce que vous pensez vraiment qu'on a mis à mal les libertés en République du Bénin? Non, ne le cachons pas, chers amis. Et là, à ce niveau-là, demander à une organisation syndicale de n'observer que 10 jours dans l'année pour se manifester, ça c'est une réduction drastique des libertés syndicales. Mais je dis, moi, peut-être, moi en partant, je suis parti et j'ai laissé sur place près de 185 syndicats. Avec les 185 syndicats, syndicats, non, le mois de grève va avoir lieu. D'accord. En termes de renforcement de capacité, de partage d'expérience, Pascal Todjino, parce que vous avez laissé échapper tout à l'heure que si vous étiez secrétaire général, malgré ces dispositions, vous avez une autre méthode. On voudrait que vous partagiez cette méthode avec nous ici, Pascal Todjino. Oui, monsieur les journalistes, il y a des choses qu'on ne décrit pas à la vue de tout le monde. Il y a ce qu'on appelle stratégie syndicale. Oui. La stratégie syndicale ne se dévoile pas à la télévision. Non. Au moment où il y avait le PRPB, j'étais un anti-syndicaliste. J'étais contre farouchement le syndicat. Vous pouvez demander à M. Azoniro. Martin de Ouazoniro, le Mison d'avant. Le Mison, le tout-puissant. Ah, mais merci de me l'avoir rappelé. Mais j'étais contre. Ah non. Malgré ça, malgré la puissance herculienne du PRPB, mais on s'est organisé. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, vraiment, le fait que le parti communiste d'abord du Dahomey, devenu communiste du Bénin difficilement, le PCB, le grand PCB, ne soit pas un parti que les gens voient comme un parti réellement puissant, ça me fait mal. On n'était pas syndicaliste. Mais on a utilisé toutes les formules syndicales pour atteindre vos objectifs. Les objectifs. Mais comment on en est arrivé là? Pour que ce parti-là n'ait pas le poids aujourd'hui qu'il devrait avoir. Qui? Le PCB dont vous parlez. Je ne suis pas membre du PCB. Vous évoquez la question. Non. Je suis membre de la Convention du peuple qui est une
structure, n'est-ce pas, de déstabilisation du régime de Kérékou. C'est ça. Et nous y avons adhéré pour faire échec. Vous avez promis en son temps faire partie Kérékou même à coup de casserole. Ça là, casserole, non, c'est pas à coup de casserole. On a fait C'était le casserole. propos de Gaston Azoua. Oui, on a utilisé des casseroles. Le jour où nous avons marché avec lui depuis Apapa jusqu'à l'église. Voyez, c'est un homme de Dieu. Quand il a marché avec nous, pam, 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 de l'hôtel GL, quand il a dépassé le pont, il a dit, mais où est l'église qui est ici là? On a dit, c'est non loin. Il a marché, il est allé dedans, il a fait sa prière, il est ressorti. Cette fois-ci, il est monté dans la voiture pour partir. Mais il y avait des casseroles, on utilisait tout, tout. C'est de Tintama. Hein? Oui, alors on va... Non, c'était qu'avant. C'était qu'avant. Oui. Non, rien n'est terminé. Hein? Non, rien n'est terminé. Tout est jouable. Tout est jouable. Alors, parce Donc, que... ceux qui sont là aujourd'hui, ils doivent se dire, qui nous dirigent aujourd'hui, je dis la vérité à qui veut l'entendre, ils doivent se dire, aujourd'hui, les lois ont permis de faire beaucoup de choses. Mais attention, il arriverait un moment donné où la loi sera désuète. Ah oui? Oui. Qu'est-ce que vous voulez dire concrètement? Mais qu'est-ce que je dis? Mais c'est ce qui existe, ça. Vous êtes en train de prédire, je dirais, la caducité de certaines la lois, de certaines lois, de par la manière dont on les met en pratique. Oui. Ça, c'est une vérité de la police. En dehors de ce droit, cette loi qui encadre le droit de grève, quelle autre loi vous incriminez en parlant ainsi? Moi, vous m'avez invité ici en tant qu'ancien secrétaire général. En effet. Je me limite là. D'accord. Donc, pour les autres lois, ça ne concerne que eux. Ça, c'est eux, ça. Vous vous déclarez incompétent pour vous prononcer sur ce sujet. Alors, on apprécie quand même vos tactiques pour esquiver certaines de nos questions. Posez-moi la question, celle qui me concerne, je vais répondre. La rentrée a démarré, Pascal Todinou, vous êtes un père de famille, et sur fond de problèmes par endroit, problèmes avec les aspirants, problèmes de mobilier dans les salles de classe, elles-mêmes qui sont insuffisantes. Que vous inspire tout ce tableau? Quand vous étiez secrétaire général, même acteur de la société civile que vous êtes actuellement, vous avez votre opinion sur le sujet. Alors, on va reprendre. Sur le plan de insuffisance de mobilier, des salles de classe, les aspirants dont les conditions ne sont pas trop clarifiées dans notre pays. Tout ça, ça vous inspire quoi? Mais c'est comme si c'est du temps de talent que tout ça allait arriver. On n'a pas dit ça. Non, c'est un constat. Votre manière de me poser cette question-là, ça prouve que c'est du temps de talent que c'est arrivé. Non. Peut-être c'est votre façon de percevoir les choses, même si ça existait avant Patrice Talon, un président qui vient, on attend de lui qu'il solutionne les problèmes qui se posent à la nation. Bon. Je vois là où vous voulez aller. Ça veut dire que vous estimez que le président Talon ne solutionne pas bien les problèmes. Pascal Todinou, vous avez sur la personne de Talon. On pose des questions sur la base liées à l'actualité. Donc vous voyez utiliser. Je laisse ça. Non, vous constatez que les autorités d'aujourd'hui ne s'occupent pas bien de ces problèmes. C'est ça que vous c'est la réponse de Pascal Todinou. Je reprends ma question, Pascal Todinou. J'ai dit la rentrée a démarré, monsieur Pascal Todinou, sur fond de problèmes par endroit, problème des aspirants, leur situation qui n'est pas assez clarifiée, problème de mobilier dans les salles de classe qui sont insuffisantes par endroit. Que vous inspire ce tableau que je viens de peindre? C'est tout. Non, ce tableau existait. Moi, je continue de dire, ce tableau a toujours, depuis que moi j'ai... Donc ça devrait pas nous inquiéter. Ça ne devrait pas être un problème pour qu'on dise que c'est maintenant. Non. On n'a jamais dit maintenant, Pascal Todinou. On a dit... Il a dit la rentrée a démarré. La rentrée a démarré. Que m'inspire tout ce qu'il a dit là. C'est comme si c'est la première fois que c'est arrivé.
Par contre, ce qui est nouveau, Oui. c'est les aspirants. C'est ce qui est nouveau. Et ce nouveau-là n'est pas tellement nouveau. Avant, c'était des vacataires. Nous-mêmes, en tant que responsables syndicaux, nous avons dit, cette façon de faire comporte des risques énormes. Vous allez avoir 3 heures de cours à Potrongo ici, 3 heures de cours à Alada, et ainsi de suite, et les gens se promènent. Ça comporte des risques. Il faut trouver absolument quelque chose pour sédentariser. Ce terme-là, moi, je l'ai utilisé plusieurs fois avant de quitter. Maintenant, les autorités actuelles qui sont arrivées ont dit, ah, c'est bon, sédentariser, oui. Quelle formule? Eux, ils ont trouvé aspirant. Où l'intéressé est dans une école. Oui. Je trouve cette formule-là, elle est plus sécurisante que l'ancienne formule. D'accord. Maintenant, ce qu'on leur paye, c'est là qu'il faut discuter. On est passé de 9 mois, je crois, à 11 mois maintenant, non? Oui, 11 mois. Bon, ça, c'est les discussions. N'est-ce pas? Vous notez qu'il y a un effort qui a été fait. C'est un effort qui est fait. Avant, quand ils étaient des vacataires, dès le mois de juin, on les a déjà suspendus. Donc, juillet, août, septembre, octobre, 4 mois en l'air. En tout cas, après les dernières évaluations de fin d'année, Oui. ils sont remerciés. C'est tout. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire encore? Il faut peut-être lutter pour que les intéressés aient les 12 mois sur 12. Et lorsqu'on dit que le nombre d'heures dans les collèges pour les AME, c'est supérieur sur là, dans la discussion, on négocie tout ça là. Ça, c'est moi, c'est ma vision. D'accord. Alors, à la question de Franck Arounou tout à l'heure, où il décrivait la situation au niveau des salles de classe insuffisantes, des mobiliers qui manquent par endroit, vous estimez que c'est un problème qui existait depuis fort longtemps. Est-ce à dire que ce n'est pas un problème qui devrait préoccuper? On doit considérer que c'est un vieux problème et qu'il faut évoluer en fermant les yeux? Pascal Todino? Non, pas du tout. On va pas fermer les yeux. Ouh, là, si un gouvernement fait ça, c'est un gouvernement fatal. Gouvernement... Vous dites ventilateur? Quel est le terme que vous voulez utiliser là? On a entendu cela à la bourse de travail en son temps. Non, ce n'est pas la bourse de travail. C'est des politiciens. C'est un bon politicien qui est encore là, qui a dit que ce gouvernement-là, c'est un gouvernement ventilateur. Dans le temps. Et donc la bourse de travail répétait cela. Non, nous on ne répétait même pas ça. Mais on estimait qu'il y a un gouvernement qui est ventilateur et que c'est les politiciens qui ont décrété que ce gouvernement-là est ventilateur. Mais en ce moment, effectivement, il y avait du vent. D'accord. Alors, on revient donc à ma question. Bon, la question que vous posez là, c'est comme si on est lié un président, il ne veut pas s'occuper des problèmes de la nation. S'occuper des problèmes de la nation, c'est s'occuper de l'école. Quand on met un ministre là, c'est pour s'occuper de l'école. Chez nous ici, ailleurs, c'est le ministère de l'Éducation nationale. En tout cas, c'est ça que nous, on a connu jusqu'à venir. Mais aujourd'hui, il y a le ministère de l'enseignement maternel. Des autres, on voit hommes qui accompagnent à l'autonomisation de la femme. Vous vous présentez? Donc, moi, c'est Farid Alexandre Abeko. Je suis responsable marketing dans l'entreprise Yellow et membre de la société. C'est parce qu'on estime que le secteur là est grand, vaste, et que nous seules autorités ne peuvent pas s'occuper de ça, qu'on y a mis 3. D'accord. Bon, si chaque ministre ne peut pas mieux s'occuper de des travaux de prévenir le danger. C'est vraiment
sont assortis d'un volet protection de l'environnement auquel les écoliers et écolières du premier arrondissement, zone d'intervention du projet. C'est un problème, vous-même vous l'avez reconnu, qui date des temps anciens, mais qui est perdu jusqu'à l'heure où nous parlons. Qu'est-ce qui n'a pas marché pour qu'on arrive, ou pour qu'on n'arrive pas à décanter et à corriger au mieux ce problème, pour que chaque reprise des classes, on soit là à se plaindre des salles de classe qui manquent de mobilier, des salles décoiffées par endroits, des salles ou bien des écoles et établissements inondés, un déficit d'enseignants à des moments donnés, Pascal Todjinou. Bon, voilà. Moi, je crois que c'est très simple. Ce que vous dites là, c'est ce que vous comprenez que vous êtes en train de dire. Ce que vous comprenez, c'est quoi? Non. J'estime que le monde évolue. Nous étions peut-être à l'indépendance de 800 000 personnes. Aujourd'hui, nous sommes à près de 13 millions. N'est-ce pas? Ça veut dire que ça augmente. Oui. Quand ça augmente comme ça, le nombre de tables augmente. Oui. Parce que le nombre d'enfants augmente. D'accord. C'est bien ça, hein? Oui. Mais quand le nombre d'enfants augmente, il faut aller vers les recettes. D'accord. On dit gouverner, c'est prévoir. Prévoir. Oui. Il faut aller vers les recettes pour voir si les recettes sont compatibles avec les besoins de l'école. D'accord. Je ne suis pas un syndicaliste démagogue. Non. Je suis un cadre de l'État. J'ai dirigé en tant que directeur. Donc, ce n'est pas parce que je suis syndicaliste aujourd'hui que je ne veux pas voir les réalités. Je ne veux pas voir les réalités. Et en tenir compte. Ce que vous voyez là, c'est les conséquences, d'abord de la mauvaise gestion, de la mauvaise planification et le taux démographique qui augmente. D'accord. Pour solutionner, il faut revoir la gestion, il faut revoir la planification. Oui. Maintenant, quand on parle de bâtiments décoiffés, non, ça là, c'est des situations exceptionnelles. Ça ne peut pas être une prévision pour un ministre, puisque c'est le vent qui est passé. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'un ministre qui sait que sur le plan national, il y a de ces établissements, de ces salles de classe qui datent de 40, 50, 60 ans, n'est-ce pas que l'heure est venue peut-être de revoir la toiture, de revoir les portes et autres, parce que l'usure du temps, les réalités, les aléas et autres sont passés par là, à l'effet d'amortir le bâtiment. Donc il faut prendre les dispositions également. Monsieur le journaliste, il y a des écoles qui ont été construites au moment où j'allais à la retraite syndicale, mais qui ont été décoiffés. Ça, c'est vrai. Et qu'il faut là aussi, il faut revoir les choses. Là aussi, c'est une balle d'or. Si les travaux ne sont pas bien exécutés, si, par exemple, les effets climatiques également secouent beaucoup trop, on peut avoir des salles qui sont décoiffées. Mais ce dont nous parlons aujourd'hui, il y a la vétusté, où on ne pense pas à revoir les bâtiments, à reconstruire une école qui est construite en 1960. En 2023, on devrait quand même commencer par faire le programme pour... Oui. Et rien n'a été fait, la rentrée des classes est là. Mes chers amis, la maison que vous avez construite depuis 1963, depuis 1963, doit pouvoir subir beaucoup de réflexions. D'accord. La manière dont vous me posez les questions là, j'ai l'impression que, vous en voulez à quelque chose. C'est votre façon de voir les choses, Pascal Todjinou. Nous avons plutôt l'impression que vous voulez qu'on vous laisse poser des questions. Non. D'accord. Sinon, on peut procéder ainsi, c'est-à-dire vous posez des questions et vous répondez. Autrement, on pose des questions, vous les répondez, vous répondez. Si vous m'amenez à là, moi je vais poser des questions, je vais répondre. Mais ce n'est pas là le... Non, on ne va pas évoluer. Là, on va pas évoluer dans sur le sujet, on va terminer rapidement pour glisser sur nos terrains. Non, ce que je voulais vous faire comprendre. Oui, allons-y. Pour terminer. On a l'impression que, pour certains, le monde n'évolue pas.
Non, ce n'est qu'une impression, Pascal Todjino. Mais j'ai dit, on a l'impression. C'est ce que j'ai dit. Oui. Ou bien j'ai dit il a corroboré ce que vous avez dit. Il a corroboré ce que vous avez dit. J'ai appuyé ce que vous avez dit. Ah ouais, c'est mieux que corroborer. Alors, moi, j'estime pour ma part que ce qui se passe là, c'est normal, c'est dans la normalité. D'accord. Et que le fait de crier, et c'est ça le rôle du syndicat, le fait de dire ça là, ça ne va pas, ça là, ça ne va pas, ça attire l'attention de l'autorité. Ça fait un. Dans une école, il y a les parents d'élèves, il y a l'association des parents d'élèves. L'association des parents d'élèves. Oui. Il y a le directeur de l'école. Oui. Il y a l'inspecteur de choses-là. Il y a plein de responsables jusqu'au ministre. Oui. S'ils ne font pas leur travail, qu'est-ce que le responsable syndical que je suis, ancien syndical que je suis, qu'est-ce qu'on peut dire? Il faut dénoncer. On ne peut que dénoncer. D'accord. Le fait de dénoncer, encore de ce temps-ci, il ne faut pas dénoncer. Il faut parler. Mais il ne faut pas dénoncer. Mais dans ces conditions aussi, c'est pourquoi je vous dis, le militantisme syndical dépend des conditions dans lesquelles on se retrouve. Et des époques également. Mais quelle est la différence entre parler et dénoncer? Surtout que vous trouvez qu'à ces temps-ci, il faut vraiment se méfier. Il faut pas dénoncer, il faut juste parler. Est-ce que vous voulez laisser comprendre? Ah donc vous n'avez pas compris ça? Non. Quand même. Un journaliste comme Alice Bara... Non, vous parlez plutôt aux téléspectateurs. Non, c'est lui qui a dit qu'il n'a pas compris. Et je mets à la place où je comprends. Moi, je constate qu'il y a beaucoup de téléspectateurs qui me comprennent là. Expliquez-nous davantage. C'est pédagogique. C'est-à-dire que, vous voyez, aujourd'hui, les gens ont tellement peur de dénoncer. Même votre station ici a peur de dénoncer. Avant, mais Canal 3, mais on doit vous décorer. On doit vous décorer. Ah non. Peut-être qu'on attend ça aussi. Mais ça ne fait que tarder. Je vous dis, ce qu'on a fait ici, peut-être que vous êtes à Parakou là-bas. Mais ici à Cotonou, avec Canal 3, non, ce n'est pas possible. Mais aujourd'hui, même pour vous placer les mots, je vous suis un peu, pour placer les mots là, vous essayez de mesurer vos mots. Dans ces conditions, le syndicaliste qui est là-bas aussi, il mesure ses mots. Non seulement il mesure ses mots, mais il va parler. On n'a plus assez de temps, Pascal Todjino. On va parler d'autre chose. J'ai lu dans la presse que vous êtes en colère contre Talon. Je ne sais pas si c'est la presse qui a utilisé un mot qui est un peu de trop, mais on a dit que vous êtes en colère contre Talon. Qu'est-ce qui a pu provoquer la colère chez vous contre le président de la République? Ah non, celui qui a dit ça, ça n'engage que lui. Voilà. Moi, j'ai dit ce que je pense. J'estime pour ma part, messieurs les journalistes, si même le président lui-même est là et m'écoute, je lui dirai que ce n'est pas possible. Les augmentations qu'ils ont faites la dernière fois, là, mais je n'ai eu que 4 000 francs sur ma pension. Après avoir lutté si tant. Non, je dis, moi, je suis fâché. C'est ça. Je suis fâché. Ce n'est pas parce que je suis à la retraite que je ne peux pas bien manger. On a fait une augmentation de 60 000 francs sur le salaire de certains, 40 000 francs sur... Mais, et sur les retraités là, on leur donne des miettes. Il y a quelqu'un même qui n'a eu que 550 francs CFA. Pour obtenir quoi. Vous attendiez à combien? Mais, non pas combien, mais augmenter. Ce n'est pas une augmentation ça. Ah là, je suis fâché. L'indice ne vous convient pas, non, c'est pas sur l'indice. D'accord. Si j'étais... je vous dis que la manière... Les portions augmentées, vous ne les jugez pas raisonnables. Oui, augmentées, mais comment? Non. Je vais dans le même marché que celui qui est en activité. Oui. Je vais dans le même marché que celui qui est en activité. Je vais dans le même marché que ces ministres. Et la revendeuse ne fait pas de distinguo. Non. Quand tu viens devant son étalage, il ne va pas dire, bon, vous êtes retraité. Retraité de quelle année? De quelle année?
vous êtes retraité depuis combien d'années? Et on va dire, si c'est ça, je vends ça à un prix moindre. Donc, le prix qui vient d'avoir... Le prix de ceux qui sont en activité. C'est ça ce que je suis en train de dire. Maintenant, si quelqu'un va dire que je suis fâché contre... Non, je suis fâché. Voilà, maintenant, ok, moi je dis je suis fâché. Voilà. Parce qu'il faut quand même qu'il y ait un minimum d'équitabilité. Ou bien c'est parce que nous, on est à la retraite, donc on ne gêne plus personne. C'est pour ça qu'il faut nous traiter maltraités. Et nous traiter maltraités. Alors, toujours dans cette presse-là, on a pu lire que vous avez opiné également sur la démolition du siège de l'Assemblée nationale. Et vous auriez souhaité, je reprends ce qui est dit dans l'article, vous auriez souhaité qu'on ne démolisse pas ce qui est fait là, et que ça serve d'exemple à ceux qui traînent leurs mains dans les caisses de l'État, ceux qui gèrent mal. Non, vraiment, si vous me ramenez encore sur ce sujet, je suis très content. Non, ce qui se passe à Port-au-Prince, non, moi je suis contre. Si c'est ça qui va faire qu'on va m'amener quelque part, non, je donne mes pieds, mais pour aller là-bas. Je dis et je répète, ceux qui ont fait ça, ils ont élu domicile à l'Assemblée nationale. D'accord? D'autres sont reperchés, j'en connais au moins un. D'accord? Bon, Dieu merci, il y a un qui est sorti maintenant, il n'a plus été positionné. J'espère que celui qui est sorti, on peut au moins lui poser la question de savoir, mais pourquoi tu as fait ça? On peut lui demander ça. Je dis, ce n'est pas bon. On devait les amener devant la justice. Dès qu'ils ont enlevé le tablier de députés, mais on doit leur dire, mais écoutez, ce que vous avez fait là, venez justifier ça devant qui de droit. Non, on n'a pas fait. Non, je n'ai pas fini. Allons-y. Oui. On n'a pas fait. Et on se met à détruire ce qu'ils ont fait. Mais dès que ce sera détruit, mais ils seront beaucoup plus à l'aise. Parce que si ce n'est pas détruit, M. Alibara, chaque fois que lui-même passera par là, il va faire comme ça. Ça va interpeller sa conscience. Ça va interpeller sa conscience. Donc vous souhaitez que cela reste là pour l'avenir, pour l'histoire. Quand ça c'est détruit, mais c'est fini. Mais ça va occuper inutilement l'espace. Non, c'est un espace utile. Dans d'autres pays, ça se passe. Non, monsieur le journaliste. Vous souhaitez que le bâtiment reste comme ça pour illustrer, cette malversation qui entoure... La corruption en son temps. On fasse un vrai musée comme les gens l'ont baptisé. Comme d'autres, quand ils vont voir, dire, hey, à cause de ce bâtiment, les gens ont dit, il faut rendre gorge. À cause de ce bâtiment, il y a des gens qui ont passé la nuit blanche quelque part. Alors, Pascal Todjino, est-ce que vous comprenez le silence qui a entouré, je dirais, ce sujet relatif au siège de l'Assemblée nationale? Je parle plutôt du fait qu'il n'y a pas eu d'interpellation, il n'y a pas eu de gens envoyés en prison pour la cause, alors que dans bien d'autres dossiers, on sait qu'il y a eu des interpellations. Est-ce que vous comprenez la particularité du cas du siège de l'Assemblée nationale? Je me suis interdit de parler politique. Jusqu'à un niveau donné, je vais en parler. D'accord. Parce que tout le monde est devenu mouvancier. Et comme on soutient, mais écoutez, monsieur le journaliste, si je vous soutiens, même si vous faites du mal quelque part, certains ont appris à fermer les yeux. D'accord. Cela s'interprète comme une forme de refuge. On crée des dégâts et puis on s'en va se réfugier, n'est-ce pas, à l'Assemblée nationale ou bien dans les bras des mouvanciers. À l'effet, je dirais, de ne pas se voir interpeller. C'est ça. Vous avez déjà décrit ça. Je ne vais même pas répéter ce que vous Allez, Pascal Todjino, au moment où vous étiez là, cette affaire de siège de l'Assemblée nationale, ça aurait été un pain béni pour le syndicalisme. Vous auriez mené des actions pour amener peut-être les autorités à traduire ces personnes-là devant la justice, amener l'Assemblée nationale même à se prononcer sur le sujet. On en a fait. Là, c'est pour ça que je dis, peut-être que vous êtes en retard sur des événements. Nous, on en a fait. On a été jusqu'au siège de l'Assemblée pour dénoncer ça. En grand meeting. Oui, on en a
vrai. Mais c'est resté silence radio. On dirait que cela n'a pas eu d'effet, je dirais, aussi bien sur la conscience des gouvernants et autres, et que bon, c'est genre le chien à bois et la caravane passe. En son temps, on peut ne pas avoir d'effet. Mais aujourd'hui, du temps du président Talon, le tout-puissant Talon, qui a créé ce qu'on appelle criette. Et quand on entend, on crie. Quand on entend criette, on crie. Maintenant, je n'ai pas compris pourquoi ceux qui ont fait tout ça là, aucun n'est passé là jusqu'à présent. Puis, quand vous vous retrouvez à l'Assemblée, il semble qu'il y a une combine là. Attention, je suis là. Il ne faut pas évoquer ce sujet. Pas évoquer ce sujet, quand même. Je connais un député qui a largement parlé de ça. Ils ont tout fait pour ne plus jamais l'amener à l'Assemblée nationale. C'est ça. Il est resté chez lui, à la maison. Là où il est, je ne sais pas. Donc, en résumé, ça pose problème quand on évoque ce sujet. Moi, pour Todjine Pascal, ça me fait mal. Détruire cet édifice-là, c'est effacer l'histoire de la mémoire collective. Mémoire collective. Et ça, je ne me retrouve pas. D'accord. Comment on est arrivé à s'entendre avec les intéressés? Est-ce que quand ils se sont entendus, est-ce qu'ils ont remboursé? D'accord. Or, je me rappelle l'intervention d'un ministre. Je me rappelle même de l'intervention du président de la République. Il dit, mais si vous commettez la faute, même si vous remboursez l'argent, vous avez droit à une punition. D'accord. C'est ça qui puisque le remboursement ne passe pas la faute commise au regard du droit. Oui. D'accord. Alors, Pascal Todjinou, nous sommes à l'Assemblée, on va y rester. La 8e législature qui est passée a été taxée, je dirais, de monocolore. La 9e qui est là a enregistré, je dirais, la présence des députés de l'opposition. Est-ce que vous pensez que vraiment les choses ont changé? Il y a désormais le débat à l'Assemblée nationale, contrairement à la mandature qui a précédé. Non, moi, je ne veux pas aller là. Vous semblez banaliser la question alors que c'est eux qui légifèrent en notre nom. Oui. Mais c'est eux qui ont voté la loi pour donner 10 jours de grève aux syndicats. Mais ils répondront. Non, rien n'est tard si la vie se prolonge. Par contre, la couleur monocolore, multicolore de l'Assemblée, ça ne m'intéresse pas. Oui. Mais qu'est-ce que vous avez à dire à l'endroit de ces députés que vous dites avoir voté des lois pour réduire sensiblement, je dirais, le droit de grève des députés? Qu'est-ce que vous avez à dire? Je viens de dire ça tout de suite. Répétez, c'est peut-être pédagogique. Vous dites que vous ne voulez pas aller de ce côté-là. Mais j'ai dit, si la vie se prolonge, on se verra. D'accord. Il y a des gens qui ont voté de loi et quand ils se sont retrouvés devant la loi, ils ont dit, mais c'est quoi ça? On a dit, non, c'est toi qui as voté la loi là. Non, il faut résister. Il faut subir. C'est ça. Alors, à la 6-4, quelques petites questions de votre position désormais d'observateur et tout. Quels faits politiques ces derniers mois ont retenu votre attention? Bon, moi, je n'en sais pas. Vous ne suivez pas trop l'actualité politique? Je suis au village. D'accord. Une autre question. Par contre, la fermeture des frontières, notamment par rapport au Niger, les conseillers du président Talon ne l'ont pas aidé. C'est ça. Ça, il faut dire la vérité. Moi, je n'ai pas... C'est Todjinou Pascal. C'est Todjinou Pascal. Je n'ai pas d'acquaintance avec le président Talon. Les gens, certains disent, mais depuis que je suis intervenu pour dire qu'il fait bien le travail, que je suis son conseiller technique. Non. Si j'étais son conseiller technique, je dis, non, président. N'allez pas sur ce chantier. Non, vous êtes toujours avec tout le monde, mais ne va pas si vite. La preuve, je ne peux pas aller à Niamey aujourd'hui. Or, là-bas, là, quand je vais là-bas, au moins j'ai mes enfants. Et je dors là-bas, je me nourris bien. Aujourd'hui, impossible. D'accord, très rapidement, Pascal Todjinou, comment vous voyez 2026? Il y a des questions de suscitation de candidature. Certains suscitent et parfois ils se voient obligés de se retirer même du gouvernement et autres. Comment vous voyez les choses? Ah bon?
Il y a quelqu'un qui a suscité de candidature et s'est retiré du gouvernement. Pascal Todjinou, vous parlez comme si vous n'êtes pas au Bénin. Je ne suis pas au courant, je suis au village. Mais le village n'est pas au Bénin. Ah non, mais là-bas, pour avoir la télé de Canal 3, c'est pas facile. Non, il n'y a pas que Canal 3. Il n'y a pas que Canal 3 Bénin. Il y a les radios. Il y a sur les réseaux sociaux. La question de suscitation de candidature ne date pas d'aujourd'hui. Oui. Le président Talon... Mais les réalités d'aujourd'hui sont différentes. Non, vous l'avez dit. Il n'y a pas de ces réalités-là. Non. Les réalités, c'est au niveau syndical. Je dis la suscitation de candidature. Mais le président Talon, on a suscité sa candidature chez moi. Oui. Mais sous Talon, on suscite d'autres candidatures, n'est-ce pas? Et puis bon, on voit ce que ça donne. Pourquoi c'est gênant? C'est la question que nous nous posons. C'est la question que nous nous posons et on vous retourne la question. Non, pourquoi c'est gênant de susciter de candidatures? Non, ça ne doit pas être gênant. Ça ne doit pas être gênant. Il faut susciter la candidature. Il faut susciter beaucoup de candidatures. D'accord. Suffisamment de candidatures. On vous aura c'est compris. Pas interdit. Oui. Lorsque, à côté ici, on n'a pas fini le mandat d'un président, et les gens commencent à susciter la candidature de celui-là. Tous les 9 qui ont suscité la candidature de quelqu'un là, mais on les a envoyés tous en prison. Mais pourquoi, si on ne réagit pas, mais pourquoi vous êtes gêné qu'on continue de susciter la candidature de... Moi, je ne suis pas du tout gêné. C'est ça. Parce que la candidature du président Talon a été suscitée aussi chez moi, à Dion. À la veille de 2016. Alors, Talon, à 3 ans de la fin de son mandat, pensez-vous que l'atterrissage sera bien fait au regard de tout ce qui se passe ces dernières années? Nous sommes en 2023, 2024, 2025. Mais pourquoi vous m'amenez là? Je suis un citoyen béninois. Le jour là, j'irai voter pour le candidat de mon choix. Et pourquoi vous me parlez de... Non, on a un président en exercice, Pascal Todjinou. On a un président en exercice. La question est de savoir comment vous envisagez peut-être la fin de cette gouvernance, la fin du mandat Patrice Talon. En tant que citoyen, vous avez votre avis sur la question. En tant que citoyen, vous avez votre avis. C'est ça que nous souhaitons. Vous voulez que je dise que la fin sera brutale, ou bien la fin sera douce, ou bien... Choisissez le mot que vous voulez. Choisissez le mot que vous voulez. Que vous dites ce que vous pensez. Moi, j'irai voter. Mais la fin du président Talon... Pascal, vous avez la facilité de contourner les questions. Non, mais je ne peux que dire ce que je pense. Bon, vous avez posé une question. Oui, dites ce que vous pensez sur la question. Non, je vais demander à M. Ali Para. Dites-moi la réponse que je vais donner. Non, c'est vous. On s'est déjà entendu sur la méthode. C'est vous qui répondez aux questions. Nos téléspectateurs sont intéressés par vos réponses plutôt que les nôtres. Je réponds et vous dites que j'ai l'art de contourner les questions. Non, dites-moi. Je dis, mais pourquoi vous vous intéressez à l'atterrissage du président Talon? Je ne m'intéresse pas. D'accord. Alors, je m'intéresse seulement à la paix dans mon pays. D'accord. La paix est compromise, selon vous? La paix se porte bien au Bénin? Ah non, la paix n'est pas totalement au rendez-vous. Parce que j'ai vu à la télé la dernière fois où les démocrates veulent tenir leur réunion et on les a empêchés. Non, ce temps est révolu. Ce temps est révolu. Moi, il faut dire la vérité. Ce sont des maladresses à corriger. C'est ça. C'est pas parce qu'on a accordé la possibilité aux démocrates de se réunir à Bolo qui seront les meilleurs. Non, c'est pas évident. Au contraire. Non, je n'ai pas dit... c'est au contraire. Non, je n'ai pas dit ça. C'est vous qui avez ajouté ça. Allez, s'ils vous entendent, vous aurez... Nous sommes à la télévision. Pascal Todjinou, en 2008, vous avez dirigé la Sénat, une structure qui est chargée d'organiser les élections. Nous avons plusieurs élections qui seront organisées en 2026. Selon vous, comment peut-on réussir ce virage très important? Là, au moins, vous avez... C'est une première dans l'histoire du Bénin, la gestion générale de 2026. Pour avoir été un acteur de l'organisation des élections. C'est bien. En 2008, c'est une première aussi, les élections que j'ai faites. Parce que, depuis l'indépendance, on n'a jamais organisé les élections locales de façon scientifique. Moi, j'ai réussi à le faire.
J'ai élu les députés, non pas les députés, les maires, les conseillers. Oui. J'ai élu, comment vous appelez ça, les délégués des villages et des quartiers de ville. Il n'a pas donné à n'importe qui. Mon vice-président, c'est un professeur agrégé. Et moi aussi, je suis un ingénieur statisticien. Et nous avons passé tout le temps à régler. Le nombre de bulletins qu'on avait en ce moment-là, c'est près de 80. Ouais. Différents bulletins, j'ai dit, mais nous avons fait ce travail-là. D'accord. Mais lorsque on a fini, on nous a classés. On nous a laissés. On n'a jamais su que moi, j'ai été président de la Sénat. Mais on en parle aujourd'hui, ça veut dire que les mémoires se ça veut dire que le sérieux que nous avons mis en 2008 sera absolument de mise en 2026. Oui. Parce que c'est la première fois qu'on va organiser les élections dites générales. Couplées. Oui. Dites générales. On va élire les députés. On va élire quoi? Les maires. Les maires. Oui. Et on va élire le président de la République. C'est exceptionnel. Oui. Il faut y trouver des gens conscients, déterminés à faire valoir la cause de la démocratie et de la paix. D'accord. On vous aura compris. Mesdames et messieurs, Pascal Todino était notre invité de ce dimanche sur Zone Franche. Avec lui, nous avons passé, nous avons fait le tour du Baobab, nous avons parlé monde syndical, activité syndicale au Bénin, nous avons parlé de la situation socio-économique et puis nous avons glissé également, nous avons passé un bout de temps sur le plan politique. Merci Pascal Todino, bon retour chez vous. Merci. Et puis je voulais vous dire de continuer à travailler comme vous le faites, malgré les conditions, non, bon, vous continuez toujours de travailler. Oui. Continuez. L'histoire vous le rendra en son temps. Moi, vous avez constaté que je me suis porté disparu un peu parce que je voulais rester à l'écart pour observer. J'ai fait près de 7 ans sans intervenir. Oui. Mais vous avez commencé par me susciter comme on suscite les candidatures. Oui. Bon. On vous ramène au devant des projecteurs pour voir après tant d'années combien de choses vous avez observé. Et c'est ça qu'on voulait que vous partagiez avec nous, Pascal Todino. Et c'est après avoir observé cela que je dis, aujourd'hui nous avons besoin de la paix. D'accord. Parce que tel que les gens le disent là, oui. Si nous ne faisons pas un peu attention, oui. La situation de 2016 peut se produire. Je dis peut se produire. Mais moi je compte sur le président Talon. Oui. Il est tellement dynamique qu'il ne peut pas laisser la situation se produire. Excusez. Donc, je vous en prie, aidez à ce que les choses aillent mieux. D'accord. Pascal Todino. Je vous souhaite bon dimanche. Merci. Et merci de m'avoir sorti. Alors, nous avons besoin de la paix. Message de Pascal Todino qu'on espère ne pas tomber dans les oreilles de sourds. Mesdames, Messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. On va prendre le rendez-vous tout à l'heure du grand format avec Idrissou Boukari. Allez, portez-vous bien. Merci. Merci beaucoup.
Situé dans le noyau ancien de la ville de Porto Novo, le premier arrondissement fait depuis 6 ans l'objet d'une attention particulière de la part des autorités de la ville. C'est à travers le projet Porto Novo Ville Verte, une initiative de la municipalité de Porto Novo, soutenue et financée par l'Agence française de développement. Le projet Porto Novo Ville Verte est un projet de développement urbain durable et de résilience de la ville de Porto Novo au changement climatique. Il faut noter que c'est un projet qui a été initié par le conseil municipal avec l'appui technique de la coopération décentralisée. Le projet est soutenu financièrement par l'Agence française de développement et le Fonds français pour l'environnement mondial. Alors donc ce projet, nous avons signé la convention et démarré véritablement le projet en 2017, qui a connu des moments de réalisation très forts. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'avancer sereinement vers la fin du projet qui est fixé pour décembre 2023. Après 6 ans de mise en œuvre, voici le nouveau visage des zones d'intervention du projet Porto Novo Ville Verte. Les places traditionnelles Vaudou, Lokosaronto, Agbanli et Avessan, le patrimoine architectural dans les quartiers Lokosa et Akron ont été remis au goût du jour et ont retrouvé de leur superbe. Dans ces quartiers qui végétaient dans l'insalubrité totale, plusieurs ouvrages d'assainissement ont été réalisés, notamment plusieurs linéaires de voies pavées, éclairées et boisées. Ces aménagements ont été réalisés dans le cadre d'une planification rigoureuse, car la municipalité de Porto Novo a vu les choses en grand. Grâce à ses partenaires, elle a d'abord élaboré un plan d'aménagement urbain. En termes de réalisation, le projet a permis à Porto Novo de maîtriser, d'avoir des outils de maîtrise du développement urbain. Il faut remarquer que Porto Novo, à l'instar de la plupart des villes béninoises, évolue sans document de planification, où les populations construisent là où elles veulent. Et vous avez remarqué ces temps-ci l'occupation anarchique de nos berges lagunaires, la construction des immeubles dans ce qu'on appelle les zones impropres à l'habitation. Et vous avez remarqué également des problèmes de mobilité. Alors, tous ces problèmes, nous les vivons parce que nous n'avons pas ce qu'on appelle les documents de planification urbaine. Donc, ce projet a permis à Porto Novo d'abord de faire ce qu'on appelle une étude de vulnérabilité du territoire. Ça a permis à la ville de faire une cartographie de toutes les zones inondables de la ville pour savoir quelles sont les zones qui, après les pluies, connaissent des difficultés, quelles sont les zones où on peut construire, les zones où on peut faire de l'agriculture urbaine, les zones où on peut faire telle ou telle occupation. Donc ça, c'est un document important et c'est suite à ces documents que nous avons élaboré le plan directeur d'urbanisme de la ville de Porto Novo. Donc aujourd'hui, Porto Novo dispose de ce document emblématique avec ce qu'on appelle également des plans d'urbanisme de détail qui permettent de faire de l'urbanisme opérationnel. Parce que prochainement, Porto Novo peut dire ici on peut construire, ici on ne peut pas construire, ici et là. En dehors de cela, nous avons fait des travaux de construction de voiries urbaines. D'accord ? Notamment, vous savez, il y a beaucoup de quartiers à Porto Novo où les voies d'accès sont difficiles, surtout au niveau de la berge lagunaire, dans le premier arrondissement. Donc, le projet a permis aujourd'hui d'assainir, de paver, d'éclairer et de planter 4 rues. Nous avons la rue qu'on appelle la rue de l'usine SBE, nous avons la rue à Vessan, mais nous avons la rue du palais d'été du roi Tofa et nous avons des rues transversales, une rue transversale à l'intérieur. D'accord ? Donc aujourd'hui, nous avons réalisé 2300 mètres linéaires de voirie et vous remarquez aujourd'hui que pendant la saison des pluies, ces voies se pratiquent très aisément parce que ces voies sont drainées, pavées, éclairées et plantées. Et tout ça participe de l'amélioration des conditions de vie de nos populations au niveau du premier arrondissement. En dehors de la planification stratégique, en dehors des travaux de voirie urbaine, il y a d'autres réalisations qui sont également à l'actif du projet. Il s'agit de la réhabilitation du patrimoine. Vous savez que Porto Novo est une ville patrimoniale, et un ancien royaume, donc aujourd'hui il y a beaucoup de vestiges
Donc, dans le cadre de ce projet, nous avons identifié des places traditionnelles que nous avons réhabilitées. Notamment, il y a la place Lokosa-Honto aujourd'hui que nous avons réhabilitée entièrement. Il y a la place à Bessan où nous sommes actuellement qui est réhabilitée entièrement. Et nous avons la place Théagbanli également qui est réhabilitée. Et dans la réhabilitation de ces places, nous avons fait un autre travail emblématique, c'est que nous avons rénové toutes les maisons qui se trouvent aux abords de ces places, afin d'améliorer le paysage urbain. Parce que lorsqu'on a fini de réaliser ces places, nous avons remarqué que le paysage n'était pas encore ce qu'on voulait, étant donné les maisons, les toitures délabrées. Mais vous voyez aujourd'hui qu'il y a un travail d'aménagement urbain qui a été fait et qui a consisté à reprendre toutes les maisons aux abords de ces places afin de leur donner une très bonne image. Dans un contexte d'adaptation au changement climatique, la réalisation phare du projet Porto Novo Ville Verte est la promenade lagunaire. Les travaux ont été lancés en janvier 2023 dans la ferveur populaire en présence des autorités de la municipalité de Porto Novo et des responsables de l'Agence française de développement. La promenade lagunaire est un tracé de plaisance réalisé dans un paradis verdoyant tout en préservant l'écosystème sensible de la lagune et de ses berges. Vous allez remarquer que Porto Novo présente un atout majeur en tant que ville située au bord de la lagune. Et lorsque des villes sont situées au bord de la lagune comme ça, souvent, c'est de grands problèmes, à l'instar de nombreuses villes à travers l'Afrique et ailleurs, où vous assistez à de l'insalubrité, à de l'occupation anarchique. Mais nous avons voulu prévenir le danger ici en valorisant un peu la berge lagunaire est de la ville de Porto Novo, et ceci par la construction de ce qu'on appelle une promenade lagunaire. Cette promenade lagunaire aujourd'hui, qui est constituée donc de voiries urbaines, qui est constituée de places publiques, qui est constituée de promenades maraîchères, donc sur pilotis. Vous pouvez aisément aujourd'hui circuler en zone urbaine. Pour ceux qui aiment la nature, se promener, vous pouvez accéder aux zones naturelles de Porto Novo aujourd'hui sur pilotis. Et nous avons également d'autres promenades également qui se dressent à l'intérieur des zones humides même de la ville de Porto Novo. Donc ça, c'est une réalisation emblématique, c'est la première fois que nous le faisons. Et ces espaces sont aménagés, seront éclairés, assortis également de ce qu'on appelle des embarcadères, des débarcadères pour le bien-être des populations. Alors la promenade lagunaire, c'est des équipements de plaisance, vous voyez, en même temps que ça valorise la berge, parce que si on n'avait pas occupé ces espaces, vous verrez, les populations viendront construire anarchiquement là-dessus et nous serons face à des problèmes lors des pluies diluviennes, etc. Et là aussi, les occupations anarchiques dégradent un peu le paysage urbain. Donc aujourd'hui, nous avons occupé ces espaces en faisant de la voirie urbaine, qui sont par endroits des voies qui sont drainées, qui sont pavées et éclairées. Par endroits, c'est des places publiques qui se dressent devant vous et toutes ces places publiques sont boisées, donc il n'y a pas d'endroit de l'engazonnement. Nous allons planter près de 1000 arbres à ces endroits-là aujourd'hui, et pour que lorsque les travaux seront achevés, les travaux sont en cours actuellement, une fois les travaux achevés, les Porto-Noviens auront le plaisir d'aller se promener, parce qu'aujourd'hui il manque des équipements de loisirs dans notre ville, donc vous serez très heureux de vous promener en ville, en promenade urbaine pour ceux qui aiment ça, et faire du vélo. Vous pouvez aller sur les platelages au milieu, en bordure lagunaire pour ceux qui aiment ça, mais vous pouvez également aller en zone naturelle, vers la zone de Boko-Lopodji. Vous pouvez circuler en zone naturelle, des zones naturelles qui étaient inaccessibles parce que c'était des zones humides. Aujourd'hui, nous avons fait des promenades sur pieux, d'accord, qui permettront dorénavant de pouvoir se promener en zone naturelle. Donc ça, c'est un équipement urbain majeur pour la ville de Porto Novo, où toutes les catégories de personnes pourront trouver leur convenance. Place traditionnelle et patrimoine architectural réhabilité, ouvrages d'assainissement et de mobilité, éclairage public, les réalisations du projet Porto Novo Ville Verte sont aujourd'hui visibles à la grande satisfaction des populations. Au début des travaux, on n'y croyait pas. Ils ont démarré, bon, on doutait que est-ce qu'ils vont faire un bon travail. Mais les gens doutaient qu'ils voulaient arracher leur maison. Les gens doutaient, les gens ne croyaient pas que ça doit prendre cette envergure. Et vraiment, dans 3 semaines, ils ont promis
un temps record, mais avant le temps même, ils ont respecté leurs engagements. C'est ça qui a ému la population. Le Kosa Ronto présentait un visage vraiment, une piètre figure avant. Mais de nos jours, certains disent bien qu'un miracle a été réalisé. Parce que c'est une surprise. Nos ancêtres, nos parents, s'ils peuvent revenir encore sur terre aujourd'hui et voir ce qui a été fait, vraiment, ils seront stupéfaits. En tout cas, nous sommes très contents. Tout le quartier, toute la population est très contente plutôt. Et j'en profite pour remercier les autorités. Et surtout le projet Porto-Novo Ville Verte. C'est son extension qui est arrivée au quartier de Kosa Ronto. Nous nous en réjouissons beaucoup. Je suis l'un des sages du quartier. En fait, il y a 15 ans, je venais dans le quartier et j'ai appris que cette route devrait être réhabilitée. Et nous sommes ici il y a environ un an quand j'ai appris qu'il y a le projet Ville Verte.